Bon, aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler une fois encore parce que nous avons eu beaucoup de conférences sur l'astrophysique, hein, et donc de recevoir notre orateur que va présenter notre confrère ici. Et donc, il va nous faire rêver parce que je pense que l'espace attire l'intérêt de beaucoup de monde. Et voilà. Et je voulais aussi vous dire que dans le cycle de notre conférence, donc nous aurons une autre conférence en fin mai, ici même aussi en présentiel, qui traitera de l'ATR et de l'ATR face à ces défis, les défis de l'aviation de façon sur l'environnement. Bon, et nous avons une conférence qui a été prévue au mois de mai, le 19 mai, sur un peu hors série, si je peux dire, que nous faisons avec Supaéro, l'ENAC et puis leurs organisations d'anciens sur le sujet aviation et environnement. Voilà, donc je le dis parce qu'elle va sortir un petit peu du cycle habituel du mardi, de tous les mardis, les derniers mardis, pardon, je dis, de tous les mois. Et vous êtes le bienvenu parce que je pense que c'est un sujet d'actualité qui actuellement intéresse tout le monde, l'écologie et l'environnement, l'impact sur l'environnement étant un sujet brûlant actuellement. Bon, mais je te cède la parole, Michel, pour présenter notre conférencier, dont vous avez le nom là, Peter von Balmos, hein, et qui est donc un physicien et un astrophysicien de renom. À toi, Michel. Merci Jean-Claude. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de se retrouver en présentiel, je dirais pour de vrai, dans ces locaux de la médiathèque. Et un grand plaisir pour moi de présenter ce soir mon collègue, le professeur Peter von Balmos, qui nous fait le plaisir et l'honneur de présenter cette conférence. Alors, Peter est d'origine suisse. Il est né à Zurich il y a quelques années. Il a fait son cursus académique en commençant par l'École polytechnique fédérale de Zurich. C'est l'un des deux établissements fédéraux de recherche suisse dont on connaît bien sûr le rayonnement et le prestige. Tout le monde sait que l'un des anciens élèves de l'ETH Zurich, c'est Albert Einstein. Bon, ils ne se sont pas connus, je précise, mais tout de même, ça fait partie du paysage. Donc, Peter von Balmos a fait ses études supérieures donc, à l'ETH Zurich. Et ensuite, il a fait sa thèse de doctorat dans le domaine de l'astrophysique, déjà, au Max Planck Institute en physique extraterrestre à Garching. Et ensuite, il a commencé une carrière largement internationale. Il a occupé un poste de Research Scientist à la NASA. Ensuite, il a été Research Fellow à l'ESA. Et puis également chercheur contractuel au CNES, donc il connaît les grandes agences spatiales avec lesquelles nous travaillons. Il a ensuite rejoint l'université Paul Sabatier, Toulouse 3, où il a été donc recruté comme professeur. Et depuis donc maintenant un certain temps, il travaille au sein de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Et c'est l'un des principaux animateurs de ce domaine extrêmement prospectif, novateur et des hautes technologies, qui est l'astrophysique des hautes énergies. Donc Peter a travaillé en particulier sur des ballons d'observation des rayons gamma et des particules de hautes énergies de façon générale. Il a été l'initiateur d'une innovation technologique, je crois, extrêmement impressionnante, qui est la lentille gamma. C'est un projet qui permettait de focaliser des rayons gamma par une méthode de diffraction sur des cristaux. Donc c'est la première fois qu'on arrive à focaliser pour faire finalement de l'optique dans le domaine gamma. Et il a également été le co-responsable du spectromètre de la mission intégrale de l'ESA. Actuellement, Peter von Balmos travaille sur de nombreux sujets, mais en particulier, il s'intéresse à un de ceux sur lesquels il va nous partager cette expérience ce soir, c'est l'asymétrie baryonique. Peter est aussi un très important responsable de la formation des jeunes chercheurs en astrophysique, puisqu'il est responsable du master technique spatiale et instrumentation à l'UPS. Ce soir, donc, il va nous parler de sujets qui nous interpellent tous, je pense, qui sont un certain nombre de thèmes qui sont aujourd'hui au centre
de notre construction de l'univers à grande échelle, que sont la matière noire, l'énergie sombre et l'asymétrie baryonique. Des termes qui, je crois, résonnent tous dans notre esprit, mais dont je ne suis pas sûr que nous comprenions de façon très profonde la signification. Donc je compte sur lui, bien sûr, pour nous éclairer là-dessus et pour nous dire ce que l'on en comprend, justement, et peut-être ce que l'on n'en comprend pas, et quelles sont les conséquences pour la science et peut-être aussi pour la philosophie. Merci beaucoup, Peter, d'être avec nous ce soir. Et je te passe la parole. Merci beaucoup, Michel. Très, très bonne laudatio. J'aurais pas pu faire mieux. Merci l'Académie pour m'avoir invité. C'est pour la première fois que je crois que je parle pour vous. C'est un honneur et un grand plaisir. Donc, notre secrétaire général vient de nous dire que je vais vous faire rêver, mais j'ai peur que ça soit presque plutôt un cauchemar, parce que ça ne s'agit pas des choses que nous connaissons au ciel, des jolies images, ce sont surtout nos grands problèmes que nous avons, et vous allez voir qu'ils sont énormes. Donc, vous avez bien sûr en tête les avancées qu'on nous montre dans les médias, les blazars, les ondes gravitationnelles, le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. C'est des images d'artistes, bien sûr, les pulsars, des terres habitables très certainement autour d'autres soleils. On a plus que 4000 aujourd'hui. Et puis, ce fameux fond cosmologique, un rayonnement fossile qui voyage depuis plus que 13 milliards d'années. Et puis, entre tout ça, il y a tout de même encore du noir, matière noire, et vous avez peut-être entendu d'énergie sombre. Bon, très symbolique encore. Ça semble être énorme ce qu'on vit dans les médias dans les dernières années. Est-ce que c'est une impression ou est-ce qu'effectivement ça s'accélère comme beaucoup de choses ? Un de mes profs, Martin Arvitt, un astronome infrarouge, il a écrit un livre dans les années 80, s'appelait Cosmic Discovery, et il liste depuis les étoiles, la découverte des étoiles dans l'Antiquité, à travers surtout après Galilée, la Renaissance, Huygens, jusqu'aux pulsars, les découvertes, et on voit que ça s'accélère. Donc c'est un nombre cumulatif de choses qu'on connaît qui sont un peu, comment dire, les grandes choses. Hein. C'est pas qu'on découvre un autre pulsar, c'est la classe des pulsars qui est la découverte. Souvent, depuis 1900, accompagné de prix Nobel. J'ai essayé de un tout petit peu compléter cette liste, parce que le livre s'arrête en 1984. Donc j'ai dans son esprit continué, et c'est donc des choses comme l'oscillation des neutrinos ou les exotères, les ondes gravitationnelles, les trous noirs supermassifs. Ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est que dans le délai d'une seule génération, plus ou moins depuis que certains d'entre nous sont ici, on a doublé le nombre de découvertes. Ça explose. C'est assez impressionnant. Cette évolution, on pourrait aussi, je viens de le faire, prendre cette même évolution pour regarder mais combien de prix Nobel de physique en astronomie. Mais c'est à peu près ça. Là, ils y sont. Ça commence en 1900. Il y avait plusieurs décades, il n'y avait rien pour l'astro. On n'a pas de prix Nobel pour l'astronomie. Il faut les donner pour la physique. Ça commence avec les rayons cosmiques, après BT, le cycle CNO au sein des étoiles, etc. Justement, jusque l'énergie sombre, les ondes gravitationnelles, les exoplanètes et le trou noir supermassif dans la galaxie, ils ont, dans les dernières 10 années, eu un prix Nobel. C'est énorme, ça explose. Ou alors on dévalorise, c'est une sorte d'inflation du prix, ou alors on fait pas mal de choses impressionnantes. Et donc cette courbe semble être quelque chose qui réfléchit bien sûr la technologie que nous voyons tous avec ces gadgets que nous avons autour de nous, qui permet d'accéder à de nouveaux espaces. Mais ce qui est surtout impressionnant de voir, si vous pensez matière noire, énergie sombre, des choses comme ça, c'est tout de même des choses obscures qui sont là-dedans, c'est la fraction de ce qu'on croit connaître. Jusque peut-être 1940,
on a cru qu'on connaissait plus ou moins tout. What you see is what you get. Il y avait toujours un peu de invisibilis, mais bon, ce n'est pas quantifié, mais c'est une frange. On était très sûr qu'on connaissait l'univers quand on parlait des planètes, des mouvements apparents des planètes dans le système solaire. Donc, 1930, Zwicky, un compatriote d'ailleurs, qui découvre la matière noire, ça prend un sacré coup. D'un coup, on comprend peut-être encore un 7e ou un 10e. Et puis, juste avant 2000, Perlmutter, Sol et Ries découvrent l'énergie sombre. Et là, c'est la cata, parce qu'entre énergie sombre, ce qui fait à peu près 2/3 ce qu'il y a, de ce qu'on pense, ce qu'il devrait avoir dans l'univers, et à peu près 1/4 de matière noire, il reste à peu près 5% pour nous, les étoiles, et encore, la plupart de cette matière, à peu près 4%, c'est du gaz ténu, chaud, invisible, entre les énormes groupes de galaxies dans l'univers. Donc il y a 1% de l'univers, c'est ça. Et surtout 95%, nous ne savons absolument pas ce que c'est. Donc tandis que les connaissances explosent, la fraction de ce qu'on connaît implose. Vous allez dire, c'est un peu normal, parce que plus que j'ouvre les yeux, plus que je vois des choses, plus que je me pose des questions. Et je vais vous présenter maintenant quelques-unes de ces idées noires des astronomes. C'est assez paradoxe que l'astronome, en étudiant la lumière, il trouve corps noir, trou noir, matière noire, énergie sombre, les nuages noirs, plein d'autres choses. Je ne vais pas vous en parler, par exemple, des trous noirs aujourd'hui. Il y en a plein de conférences sur ça. Je vous parlerai de certaines choses qui sont aujourd'hui vues comme les plus gros énigmes dans l'univers. Et ces 4 idées noires qu'on connaît grâce à la lumière, c'est la matière noire, l'énergie sombre, quelque chose qu'on appelle l'inflation, très à la mode en ce moment, et la symétrie matière-antimatière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, matière noire encore peut-être, l'énergie sombre à Toulouse on connaît, l'inflation effectivement, et puis Star Trek pour la propulsion par l'antimatière, c'est probablement de la science-fiction, si ce n'est pas tout, une sorte de fantaisie scientifique. Mais j'essaierai de vous montrer qu'en vérité, ce sont des sortes de sparadraps, des sortes de tags, d'étiquettes qu'on donne à des phénomènes qu'on sait maintenant décrire. On connaît donc un nom pour ces maladies, mais on n'a pas encore vraiment compris ce que c'est. Donc, dans un certain sens, ce sont des épicycles. Certains d'entre vous savent ce que c'est l'épicycle dans l'astronomie des anciens. Je vais vous faire une petite parenthèse sur ce que c'était l'épicycle. On va revenir à la fin de cet exposé encore une fois. Donc ici, vous avez un dessin qu'a fait Johannes Kepler pour 16 années d'observation, 8 tours de Mars autour de la Terre. On pensait dans ces dessins-là que nous sommes au milieu. C'est assez esthétique. C'est observé pas par Kepler lui-même, mais par un grand observateur, peut-être le premier grand observateur avant Galilée, Tycho Brahe, qui a mis à disposition ces dessins. Alors, ça veut dire quoi? Si vous regardez le ciel la nuit et vous regardez longtemps, vous voyez les astres errants, les planètes, qui se bougent là, ils traversent les étoiles fixes, et puis une fois par an, ils font une sorte de petite boucle. Et ça les a omnibulés dans l'Antiquité. C'était ça, leur cosmologie, c'était ça qu'il fallait expliquer. Bien sûr, derrière, il y a tout un univers, mais c'était une cosmologie qui était un peu limitée, si vous voulez, sur le système solaire. On était omnibulés par ça. Vous connaissez à la fin, bien sûr, la réponse à la question comment ça tourne dans le système solaire. On sait depuis De Revolutionibus de Copernic que c'est le Soleil qui est au centre et que ces épicycles, c'est une vision de quelqu'un qui est sur ce grand manège
ici sur la Terre, là, la boule verte, qui tourne dans un an autour du Soleil. Et si Mars, la petite sphère rouge, tourne dans 2 ans, eh bien, c'est parce que, comme nous, on n'est pas fixe, on ne voit pas le mouvement tout à fait linéaire de Mars, mais vu que nous, on est sur un manège aussi, chaque fois qu'on tourne autour de l'étoile, du Soleil, ça fait une petite boucle. C'est en projection sur les étoiles lointaines. Bon, ça, c'est comme nous l'expliquons aujourd'hui. Nous sommes sur un manège, et vu qu'autour du Soleil, quelque chose qui est entre nous et les étoiles fixes, ça fait un petit aller-retour devant cet écran. Si on met maintenant en même temps ce quelque chose, vous bougez pendant que je suis sur mon petit cheval blanc sur le manège, bon, vous superposez votre balade à un aller-retour qui est dû à mon mouvement sur le manège. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, ça semble un épiphénomène, comme c'était un épicycle à l'époque. Mais comment les anciens s'y attaquaient? Parce que selon Platon, tout devait tourner rond. Donc, ils ont dit, bon, on va faire des cycloïdes. On prend un cercle qui tourne d'abord autour de la Terre, et puis sur un centre qui est entre les coins et la Terre, pour compliquer un peu la chose, et dessus, nous mettons une deuxième roue qui maintenant tourne, et c'est un peu comme si vous mettez un chewing sur la roue d'une voiture, et bien elle vous fait une cycloïde. Donc ça, voilà, ça bouge en même temps que ça fait des cycles. C'est assez pratique, et c'est ça que Kepler a dessiné selon les données de Tycho Brahe. Donc il y a les deux modèles, l'ancien à gauche, cette vision géocentrique où il y a au milieu les 4 éléments, terre, eau, air et feu, puis vient la sphère lunaire, et ensuite, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne et les étoiles fixes. Donc c'est ça que dessine simplifié Kepler, nous au milieu, et autour Mars qui tourne. La nouvelle vision, celle de Copernic et d'Aristarque d'ailleurs, c'est pas si nouveau, c'est que nous ne sommes pas au centre, et puis quand ça tourne, effectivement, on lâche d'abord la Terre qui tourne 2 fois plus vite que Mars, on est proche, on est loin, on est proche, on est loin, et donc ça se fait exactement pareil. Donc finalement, ça ne marche pas si mal, c'est assez bien aussi. La vision des anciens, ça fait a priori la même chose, en plus compliqué. Mais tantôt on est proche, tantôt on est loin, donc la description est bonne. Maintenant, bon, on peut bien sûr après se demander qu'est-ce qui est sous-jacent, qu'est-ce qui fait marcher tout ça. Bon, encore une fois, aujourd'hui, c'est l'inertie de ces corps qui tournent autour du Soleil, mais à l'époque, il y avait des gens à dire, mais au moins pour le maintenir, ce mouvement, il faut peut-être au moins des anges qui poussent. Là, c'est une miniature. Là, ils sont aux manivelles pour faire en sorte que ça continue à tourner. Là, ils actionnent la sphère des étoiles fixes, et puis ça se répercute sur, très symboliquement, ce qui donne jusqu'aux 4 éléments. C'est pour ça que se partage en 4. Celui qui a commencé à changer ça avec une explication physique, c'est donc Tycho Brahe qui commence à étudier ces données et qui comprend, qui fait ces 3 lois, les lois de Kepler, l'ellipse, la loi des airs, et le fait que les rayons au cube sur la période de rotation au carré est constant dans un système solaire pour toutes les planètes. Donc ça, il a tiré de ces données d'observation, et ça donnait lieu, comme il a un peu prévu quand il a écrit à son prof Meslin, il manque un architecte pour construire un édifice à partir de ces observations. Voilà, ça sera Newton qui simplifiera ça encore un peu et fera sa fameuse formule que si le Soleil, grande masse, attire la Terre avec la masse petite m, c'est proportionnel aux 2 masses divisées par la distance entre les 2 astres au carré. Donc ça, c'est contrer la force centrifuge,
parce que sinon le corps irait tout droit. Donc, force centrifuge contre force de la gravitation, ça équilibre. Et bon, est-ce qu'on a vraiment totalement changé la donne ? Effectivement, dans l'Antiquité, il y avait des gens à dire que derrière chaque planète, il y avait un ange pour le pousser, battant les ailes, en la poussant sur son orbite. Comme le verrez, cette réponse n'est pas très loin de la vérité. La seule différence, c'est que les anges ont une autre position et battent les ailes vers l'intérieur de l'orbite. Bon, moi, je n'ai fait que de le dessin. Richard Feynman, certainement un des plus grands physiciens du XXe siècle, il a fourni cette phrase que je trouve absolument formidable parce qu'effectivement, entre les anges qui poussent dans le sens du mouvement et les anges qui représentent maintenant la gravitation, dont on ne sait pas du tout ce que c'est, ben, on a appris grand-chose. Mais bon, on est quand même beaucoup plus qui nous permet de faire des jolis jouets et d'aller dans l'espace. Mais retournons vite à nos moutons, dans le noir. Qu'est-ce que ça a à voir, ces épicycles, avec nous ? Et je vous montre que, en vérité, ces étiquettes-là, c'est un peu les épicycles des temps modernes. C'est un peu l'équivalent. On se fait un modèle qui marche assez bien, mais qui n'est peut-être pas encore le dernier mot, ce n'est pas encore la bonne position de l'ange. Donc c'est ce que je vous montrerai maintenant en passant par ces 4 phénomènes pour déjà vous montrer ce que c'est. Certains de vous connaissent l'une ou l'autre de ces substances obscures que je vais vous présenter. Je commencerai avec la première, qui est aussi celle qu'on connaît depuis le plus longtemps, paradoxalement, parce que c'est celle qu'on a laissée de côté pendant plus que 50 ans. Ça, c'est ce découvreur, Fritz Zwicky, qui observe les galaxies, donc les sources qui sont plutôt rougeâtres ici. Ça, c'est une étoile d'avant-plan. Il regarde ce groupe qui est lié gravitationnellement. C'est un peu comme ces essaims de moustiques là, qui tournent, mais c'est la gravitation qui tient ça visiblement ensemble. Il observe ça presque en même temps que Hubble observe la récession des galaxies, donc l'expansion de l'univers. Et lui, il se concentre sur la dispersion de ces vitesses. Donc ce qu'il fait, sur un paragraphe, ça c'est la publication originale de la Helvetica Physica Acta, où il a fait ça, il va de 7, 8 galaxies peut-être, la vitesse radiale. Avec quelle vitesse ces galaxies s'éloignent de nous ? Bon, il y a déjà Hubble dedans, il s'éloigne de nous, mais il ne mesure que la vitesse sur le rayon entre nous et cette galaxie radiale. Mais il se rend compte que c'est quand même beaucoup. Certainement plus que 1000 km par seconde. Et après, il dit, bon, on a de la masse lumineuse là-dedans. Je peux compter le nombre d'étoiles, nombre de galaxies. Il dit qu'il y a 800 milliards d'étoiles là-dedans. Et donc, il a le poids, 10 puissance 45 grammes, juste en disant, il y a tant d'étoiles. Une galaxie, allez, 100 milliards d'étoiles. Voilà. Il a tant d'étoiles. Donc, ils doivent rester ensemble par leur propre gravitation. S'ils tournent comme ça, c'est que leur gravitation les ramène les uns vers les autres. Maintenant, si vous pesez 10 puissance 45 grammes, on peut avoir une sorte de vitesse orbitale qu'on peut calculer, comme on calcule la vitesse d'échappement pour un corps qui veut s'échapper de la Terre. Voilà, si je veux le balancer, c'est 11 km par seconde. Je ne compte pas l'atmosphère. Si ça veut se barrer là, mais il calcule 80 km par seconde. Ah, problème. La masse lumineuse est beaucoup trop faible pour la vitesse orbitale de ces galaxies qui sont là-haut, qu'on mesure. Ce truc tourne beaucoup trop vite. Donc, M. Zwicky dit qu'il doit avoir quelque chose comme dunkle materie, de la matière
On trouve ça. Zwicky était quelqu'un de très colérique et compliqué. Il fallait quasiment que lui et tous ses étudiants soient passés l'arme à gauche pour qu'on se rattaque à ce problème, parce qu'il n'était pas toujours très diplomatique, disons. Donc beaucoup plus tard, les gens ont repris le fil dans les années 70, 80, et ont regardé la même chose dans les galaxies. Ils ont trouvé qu'au lieu d'avoir une courbe keplérienne, c'est-à-dire plus que vous vous éloignez du centre de la galaxie, moins ça tourne vite. Ça devrait faire ça. En vérité, ça ne fait pas du tout ça. Ça reste très rapide, même très loin du centre des Voies lactées. Et donc, on a compris que ça tournait même là trop vite. Pour vous donner une métaphore, supposons que vous voyez là ce manège, et vous voyez, bien sûr, vous décidez que si ce manège est là, qu'il tourne à une certaine vitesse, la force centrifuge qui met cette nacelle à un certain angle doit être opposée à la force de gravitation qui le ramène à la verticalité. Donc, comme vous avez la force centrifuge, c'est facile de calculer la vitesse de rotation. Plus que ça va vite, plus que ça va aller à l'extérieur. Bon, voilà, c'est le calcul, si vous voyez cet angle. Mais maintenant, ce que vous faites, vous prenez le pistolet des lasers du policier, vous mesurez la vitesse. Et là, surprise, beaucoup trop vite. Donc, voilà. Donc, ou alors, ça explose en ce moment, ou alors il y a autre chose. Si on voyait ça sur un seul manège, sur une seule galaxie, fine, ça explose. Mais on le voit partout. Et on le voit entre les galaxies, entre eux aussi. Donc, entre eux, ils tournent aussi trop vite, galaxie, et les galaxies elles-mêmes tournent trop vite. Donc la seule option, c'était qu'effectivement, la force centrifuge est beaucoup plus importante. La force de la matière lumineuse n'arriverait pas à stabiliser ça. Il faut une force due à quelque chose d'invisible, la matière noire. Entre-temps, nous voyons ça par plein de moyens. Zwicky lui-même avait déjà dit qu'il faudrait prendre des miroirs gravitationnels, donc des lentilles de la matière noire qui jouent comme une lentille optique et qui déforment des galaxies qui sont encore plus loin derrière en ces petits des arclettes. Ça, c'est donc des images miroirs de galaxies qui sont derrière et qui témoignent d'une matière invisible qui dévie la lumière. Bon, on pourrait aller encore et encore, mais je ne vais pas vous faire un speech sur la matière noire. C'est un des problèmes, c'est 25% de ce qui est obscur. Qu'est-ce qu'on a comme épicycle, comme médicament pour comprendre ça? Ça, c'est le constat. Maintenant, c'est quoi cette matière noire? Il y a deux gros groupes. C'est de la matière normale mais obscure, ou alors ce sont des tout petites particules, ceux qui nous traversent en ce moment, par exemple les neutrinos, ou encore des particules lourdes ou légères qui nous traversent en ce moment et qui n'interagissent pas avec nous. Donc on a très vite fait le ménage. Ce n'était pas les poussières, les planètes, les astéroïdes, les trous noirs stellaires, même trous noirs géantes. Tout ça, je pourrais vous faire ça dans les réponses, les questions-réponses si vous voulez, mais bon, ça ne marche pas. À un moment, on a encore cru aux étoiles noires, mais très vite, on a commencé à penser à ces particules élémentaires stables. Donc il y a les étoiles noires qu'on appelait des machos, et parce que c'était marrant, on appelait les autres les WIMP. Ces WIMP, c'est des boules mouillées, les machos, c'est des machos, en anglais. Une expérience qu'on a menée dans les années 90 a montré que ça, non. Et donc, il reste maintenant essentiellement les actions et les WIMP. Et pour les WIMP, ça devient de plus en plus compliqué, ce modèle. On va à l'intérieur d'une montagne où on est protégé par l'influence de ces rayonnements qui viennent de l'espace, les rayons cosmiques, les particules chargées, les muons. On met un détecteur à l'intérieur de la montagne et on essaye que très rarement un de ces WIMP qui interagit quasiment avec rien interagit avec ce détecteur. Là, vous voyez au Grand Sasso
un de nos étudiants qui est passé par l'IRAP, qui fait cette expérience aujourd'hui en copiaille. Donc, c'est 1 tonne d'argone qu'on refroidit là au centre et qui participe à pousser la limite. Ça, c'est la masse ou l'énergie, si vous voulez, de cette particule hypothétique qui s'appelle le WIMP. Là, c'est la limite qu'on a poussée, comment elle interagit, cette particule, avec la matière. Vous voyez, on est dans les 10 puissance 44, 45 cm², 10 puissance moins 44 cm², donc c'est tout petit. Donc ça interagit quasiment pas. Et là où c'est déjà coloré, c'est là où on a déjà poussé. Donc le xénone de 100 kg était là. Maintenant, le xénone de 1 tonne va livrer des données jusque-là. Si on va plus loin, là, il y a encore peut-être un facteur 100 à certains endroits, mais là, l'air devient très fine pour ces WIMP. Si ça continue comme ça à avancer maintenant, très vite, on va dire, mais non, on n'a pas de remède, on n'a pas d'idée du tout ce que c'est. Déjà, on ne l'a pas trouvé, ce n'est pas un WIMP, on n'a pas non plus trouvé les actions. Donc pour le moment, c'est juste un énorme gouffre, aussi un peu financier, pour les gens qui font ces grandes expériences, mais on n'a pas encore trouvé la particule qui serait porteur de cette masse manquante de la matière noire. Voilà. Je vous ai dit que je ne veux pas vous faire rêver, ça sera plutôt un peu cauchemardesque. On saute à la deuxième problématique. L'énergie sombre, l'expansion de l'univers, va-t-elle continuer ou comment elle va-t-elle évoluer? Donc ça, c'est Ries, Perlmutter et Schmidt qui ont fait ça il y a un peu plus de 20 ans, qui sont, eux, allés à Stockholm. On ne peut pas dire ça de Zwicky, il n'avait pas suffisamment d'amis. C'est quoi le problème? Quand on lance des galaxies, après le Big Bang, ça fout le camp. Revient ou revient pas. Vous connaissez la règle, on est quelque part dans l'univers, il y a des galaxies autour de nous. Plus qu'ils sont loin, plus qu'ils s'éloignent vite de nous. C'est la loi de Hubble. Donc on a dessiné ça, vous voyez la distance en bas, en horizontal, et à la verticale, c'est la vitesse. Donc vous voyez, pour chaque galaxie que Hubble a observée, là il y a Albert qui vient voir, pour la photo, il voit que dalle. Il voit des points là qui sont à peu près organisés et on a, ça c'est pas encore très clair, mais un peu plus loin, si on met ces data dans le coin, on se rend compte que ça continue vraiment. Plus c'est loin, plus ça s'éloigne vite de nous. Et bon, est-ce que c'est vrai jusque très très loin, c'est-à-dire très très loin dans le passé, parce qu'on ne peut pas regarder dans le futur, on ne peut pas savoir où il va, mais regardez comme sa trajectoire était dans le passé, quand je regarde plein de galaxies vers le passé, plus que c'est loin, plus que c'est tôt. Donc la question c'est, basé sur ce qu'on voit dans le passé, est-ce que ça va partir et revenir, comme cette bouteille, ou est-ce qu'il y a une telle impulsion, un tel Big Bang, que tout part à jamais? Donc ça, c'est la question. Et en observant les phares les plus lointaines, on a regardé très très loin dans le passé pour étudier ça, pour voir sur quelle trajectoire on est. Celle qui revient dans un big crash, par exemple, ou celle qui va à jamais. Donc ça, c'est un peu le diagramme qu'on va regarder. Vous avez le temps ici, et ici, la taille de l'univers. Grosso modo, on voit un peu dans le passé. Mais on voudrait bien savoir comment ça va. Quand on extrapole, on va sur un univers qui est né ici, il y a 13 milliards d'années. Ça, on peut l'exploiter. Et il y a différents modèles, différentes trajectoires là-dessus. Bon, on a exploité de plus en plus dans le loin. Et on a aussi eu les modèles, ceux de revenir et ceux de ne pas revenir. Donc là, vous avez quelques modèles. Vous imaginez bien que le rouge, il va revenir, tandis que le noir, il va tout juste tout droit.
Et bien maintenant, on ne peut pas regarder dans le futur, on peut seulement regarder dans le passé. Donc on regarde, et alors quelle courbe est choisie? Et ça c'est très étonnant, c'est celle-là. Les données ont choisi un modèle qui était a priori pas très clair. D'abord, ça va très très vite, et plus que ça va, ça infléchit. C'est pas du tout prévu ça. Et plus que ça va, ça infléchit. Mais il semble avoir de plus en plus aussi quelque chose qui va dans l'autre sens. Déjà, on voit que ça se remet droit, et si ça continue, effectivement, on est sur une trajectoire qui accélère. Donc les données choisissent ce modèle-là. Ils ne choisissent pas le crash, ils ne choisissent pas de rester sur le fil du rasoir, la densité critique, mais ils choisissent quelque chose qui, au contraire, accélère. Et ce quelque chose, on n'a aucune idée ce que c'est. Pour vous donner une petite idée, comment on pourrait représenter ceci, peut-être un peu plus 3D. Voilà, c'est la même courbe un peu en 3D, il y a le Big Bang. Il y a d'abord quelque chose qu'on va discuter dans une minute, la partie jaune, c'est l'inflation. Et puis, normalement, ça devait continuer comme ça. Si on jetait juste la bouteille, elle ne part à jamais. Ça va juste à peu près tout droit. Là. Mais il y a quelque chose maintenant qui s'oppose à la gravitation, qui tire vers l'extérieur. C'est comme une gravitation inversée. Et c'est comme si on pouvait l'acheter au mètre cube. Plus qu'il y a de mètres cubes dans l'univers, plus qu'il y a de cette substance. Au début, on ne se rendait pas vraiment compte. Et plus que ça allait, plus qu'il y avait de cette substance. Donc plus qu'on a du volume, plus qu'il y a cette énergie sombre, elle va totalement exploser à nouveau l'univers. Ça s'appelle cette énergie sombre, et on ne sait absolument pas ce que c'est. Bon, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Moi, j'ai été très sage. On m'a invité dans la tour de contrôle de l'univers l'autre jour, le voilà, juste à côté du Seigneur, où on règle les constantes de gravitation, vitesse de la lumière, constante de Planck. Et là, il y a aussi cette fameuse constante cosmologique. C'est Einstein qui avait proposé ça avant qu'il y avait l'expansion de l'univers vue par Hubble et le maître. Il faut dire que c'est le maître qui a vraiment postulé le Big Bang. Avant qu'on comprenne que l'univers était en expansion, on pensait, mais toutes ces galaxies qui sont là, il n'y a pas des punaises pour les tenir au firmament. Donc Einstein a dit, je mets une sorte de gravitation inverse, comme ça il reste là-bas. Comme ça on reste comme il est. Plus tard il a dit, c'est ma plus grosse bêtise, et aujourd'hui ça revient. Aujourd'hui ça revient par la fenêtre, ça s'appelle lambda. Ce n'est pas un univers lambda, c'est la constante cosmologique lambda. Maintenant, ces deux substances obscures qui font 95% de ce qu'il y a, comment on peut résumer? L'énergie noire, 70% de ce qu'il y a, 2 tiers à peu près, la matière noire, 25%. Énergie noire, c'est réparti très très homogènement. Ça vient vraiment par mètre cube. Si vous avez 10 mètres cubes, vous avez 10 fois plus d'énergie sombre. Ici, c'est à peu près réparti, mais en plus diffus, comme les galaxies. Donc là où il y a beaucoup de matière, il y a aussi cette matière noire. Il faudrait plutôt le dire opposément, parce que vu qu'il y a tellement peu de matière, c'est la matière lumineuse, celle-là, qui s'organise là, il y a la matière noire. C'est à l'opposé, en vérité. Là où ça creuse un puits gravitationnel, se mettent aussi les étoiles et le gaz pour faire de nouvelles étoiles. Donc ça réagit comme nous, la gravitation les attire, mais ça interagit très très peu. Il y a une longue liste des candidats rejetés, et la liste des candidats des WIMP et des actions qui sont proposés chaque mois s'allonge à fur et à mesure. Et de l'autre côté, ça ressemble beaucoup, beaucoup à cette constante cosmologique d'Einstein. Mais maintenant, pour ce bilan, pour vous faire le bilan sur ces deux matières obscures, énergie sombre, matière noire, donc voilà, ils font quasiment 95-96%. Les 5% qui restent, il y a 4%, c'est du gaz chaud
dans les amas de galaxies. C'est de la matière, de l'hydrogène, des protons, des électrons, extrêmement ténus. Mais vu que c'est des énormes volumes, ça se somme. Donc il y a quasiment tout ça. C'est assez ennuyeux, mais c'est la plus qu'il y a. Et le reste, nous, on tient dans un 0,5% avec les neutrinos et la lumière, qui font des toutes petites tranches aussi et qui ne suffisent pas du tout. Donc ça, c'est ce qu'il y a. Maintenant, cette autre histoire qui est assez à la mode, qu'on a dit, la troisième étiquette que je voulais vous discuter, c'est l'inflation. Et là, c'est encore une fois l'expansion de l'univers. Vous avez une taille en mètres, typique, arbitraire, ou la température qui baisse, et le temps qui s'en va. Vous êtes quelque part toute à droite, et là, tout ça, c'est à l'intérieur de la seconde. Hein. La seconde est là. Et les premières fractions de secondes de l'univers. Et à 10 puissance moins 30 quelques secondes, il y aurait une expansion foudroyante. Vous voyez ça? Donc si vous prenez ça, donc c'est quelque chose, une expansion de 10 puissance 50, je me suis peut-être vautré un peu, juste absolument inouïe. Après, l'expansion de l'univers continue, c'est le Big Bang juste, mais là, il y a une sorte de méga Big Bang pendant un rien. Bon alors, qui a commandé ça? Alors, ce sont 3 physiciens, entre autres André Linde, qui n'ont pas encore eu le plaisir d'aller à Stockholm parce que ça sent encore par moments un peu trop le poisson, toute cette histoire, parce que ça, il n'y a aucune raison de croire qu'on puisse prouver ça tout de suite. Mais c'est une très confortable hypothèse dont on a absolument besoin. C'est justement typiquement un épicycle parce que ça règle 3 grands problèmes que nous avons. L'un, c'est comment les choses qui nous entourent ont pris ces formes. Pourquoi toute cette complexité? Si l'univers naît dans une soupe homogène, chaude et se refroidit, pourquoi se ferait un jour des téléphones portables ou vos cerveaux? Quand est-ce que l'univers commence à se complexifier et comment ces premières structures qui font les amas de galaxies, qui vont après former des galaxies et les étoiles et les systèmes planétaires, comment ça peut se structurer dans un truc qui est une mer totalement plane? Bon, on connaît une région où les fluctuations se font spontanément, c'est le domaine du microscopique, le domaine du quantique. Donc si vous prenez une fluctuation quantique, la taille d'un noyau atomique, et vous l'explosez de 10 puissance 40, eh bien, d'un coup, il a la taille d'une galaxie. Pratique. Vous allez dire, ça sent le poisson. OK, je suis d'accord. Il y a une autre raison qui est presque plus gênante. C'est celle que, si on regarde ce fond cosmologique, c'est la première image qu'on peut voir de l'univers. On voit ça dans les micro-ondes. Et on voit le moment où l'univers devient transparent, où cette flamme, après à peu près 380 000 ans, cette flamme qui est opaque, d'un coup devient transparente, les atomes se forment à ce moment-là, et la lumière passe. Donc ça, c'est un moment qui est en temps à 13 milliards d'années. Et je le vois tout autour de moi. Et même s'il y a des petits grumeaux, justement, qui ont été formés par probablement des fluctuations quantiques dans la soupe primordiale, maintenant, il y a déjà les semences des amas de galaxies, ces petites fréquences que vous voyez là, les petits grumeaux, changement de température. Mais ce qui est très étonnant, quand vous regardez 2 régions opposées au ciel, une là, là, ça a pris 13 milliards d'années pour m'arriver, là, ça a mis 13 milliards d'années pour arriver. Comment les 2 peuvent être aussi identiques? Pas au poil près, mais c'est les mêmes fréquences spatiales, c'est le même spectre spatial là et là-bas. Donc c'est comme ces 2 avaient parlé, avaient tusté au début de l'univers. Or, ce n'est pas possible parce que vous ne pouvez pas parler
plus vite que la vitesse de la lumière. Ça a pris 13 milliards d'années pour arriver chez nous. Pour aller là-bas, ça prend peut-être 13 milliards d'années de plus. En plus, maintenant, c'est plus loin, parce que c'est en expansion en plus. Donc il y a un problème de causalité que ces deux régions-là n'ont jamais pu se parler. Ça, c'est le temps, ça, c'est une dimension spatiale. Nous sommes ici, nous recevons de deux régions opposées un signal. Il n'a aucune raison pour ces deux soient pareils. Ils ne peuvent pas avoir causé ensemble. C'est le problème de la causalité. Rien ne peut bouger plus vite que la lumière. Donc voilà peut-être la raison pour moi qui est la plus pertinente pour faire cette inflation. Mais je fais avant que ces deux endroits soient opposés dans l'univers, ils étaient ensemble. Dans les premiers 10 puissance moins 35, 38 secondes, c'est-à-dire dans un rien, ils étaient effectivement frères et cochons. C'était tout proche. Et puis, inflation, là, on les fout à une distance absolument monstrueuse. Et maintenant, ils se trouvent de part et d'autre de notre champ de vue. Bon, coup magique. Troisième raison, notre univers s'avère être plat. C'est-à-dire, notre univers semble à grande échelle ne pas être courbe. Ça serait un univers courbe. Vous voyagez avec votre vaisseau Star Trek toujours dans le même sens. Et un peu comme Colombe, si l'univers était courbe, à un moment, sans vous en apercevoir, parce que c'est tellement grand cette courbure, vous revenez de l'autre côté. Bon, il faut 2-3 éternités pour faire ça. Mais topologiquement, ça serait possible. Ou alors, hyperbolique, si la densité est très faible de l'univers. Mais il s'avère qu'on est sur ce modèle-là, ce qui est assez particulier. Et on peut encore une fois prendre l'inflation pour vous amener quelque chose qui était initialement courbe, sphérique ou hyperbolique. Mais si vous passez le fer à repasser de l'inflation, vous étirez tout par un facteur 10 puissance 30 ou 40. Je ne suis même plus tellement sûr ce qu'il faut appliquer. Vous aplatissez tout. À 1 degré, vous ne voyez plus la courbure. Ça vous semble après plat. Voilà les deux raisons pourquoi Linde et collaborateurs ont inventé cette inflation. C'est juste une super rustine pour 3 très gros problèmes. Comment produit-on la structure? Nous. Comment ça se fait que la causalité n'est pas violée, principe de la causalité, et comment ça se fait que l'univers est à grande échelle plat? Voilà mes 3 problèmes résolus par cette rustine de l'inflation, par cet épicycle de l'inflation. Et on arrive au dernier, qui est l'asymétrie entre matière et antimatière. Bon, là je vais prendre 3 minutes de plus parce que c'est un peu mon domaine de travail. Et ça semble être assez science fiction, l'antimatière. Mais paradoxalement, l'antimatière est beaucoup moins science-fiction que la matière noire, l'énergie sombre et l'inflation. C'est quelque chose de bien réel. Et je vais vous parler de dans quelle mesure, par contre, là-dedans, il y a un problème. Déjà, ce que c'est l'antimatière. Bon, l'antimatière, c'est une matière un peu comme nous. Pour un électron, il y a un antiélectron qu'on appelle positron. Pour un proton, il y a un antiproton. Pour un neutron, un antineutron. Le photon, d'ailleurs, ça c'est pratique, c'est sa propre antiparticule. Donc vous avez toujours connu l'antimatière, vous voyez au moins son messager lumineux. Les charges sont opposées, les masses sont identiques. Maintenant, vous me dites que c'est un peu étrange, vous n'avez pas fait connaissance de l'antimatière. Si vous avez mangé des patates aujourd'hui, vous avez mangé du sodium. Une partie de sodium, c'était du sodium 22 radioactif. Il décroît à une faible fraction en émettant un positron. Si ce positron-là rencontre un électron quelque part pas loin, chvoup, E égale mc carré, selon le grand Albert, ça fait de la lumière. Là, la matière s'est transformée en lumière.
Ça se fait tout le temps. Là, vous avez mon petit compteur Gégère. Il clique quand il y a un rayon gamma qui arrive. Vous entendez les clics? Je ne sais pas si ça s'entend. Et puis ici, j'ai amené un peu d'antimatière. Hein. C'est comme dans les vieux science-fiction. Qu'est-ce qui se passe? Les deux se rencontrent. Il y a de la lumière qui sort, E égale mc carré, et j'ai un petit bip qui sort de mon compteur Gégère. Bon, bien sûr, ce n'est pas de l'antimatière, nous ne serions pas là. Mais il y a quelques produits radioactifs, là, que j'ai attachés dans un bouton, qui émettent de temps en temps un positron, et celui-là fait un gamma. C'est très très peu. C'est ridicule. Mais vous en avez en vous. J'ai calculé typiquement, pour quelqu'un à peu près de ma corpulence de retraité, ça fait peu 2-3 par minute qui sont produits par mon sodium 22 et qui s'annihilent tout de suite. Tu peux te taire maintenant. Bon, ça, c'est le sens retour. Mais comment on produit de l'antimatière? Eh bien, avec exactement la même recette, E égale mc carré. Vous avez de la lumière. Si elle est suffisamment énergétique, si elle a l'équivalent de 2 fois la masse d'un électron, elle peut spontanément, créer un électron et un positron. Ça s'appelle la production de paires et nous le voyons tout le temps. Notre laboratoire est d'ailleurs un des premiers pour avoir fait, fait une carte entière de l'univers dans la lumière de ces positrons quand ils font le retour. Là, c'est l'aller. Donc ces trucs-là doivent se produire dans notre univers, même dans le centre de notre Voie lactée. Je ne vais pas faire une conf là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on connaît extrêmement bien, et on connaît ces particules, pas que le positron, on connaît l'antiproton, on en produit même des antiatomes au CERN. Il y a une usine d'antimatière, on produit des antiatomes en ce moment qu'on garde à peu près pour 15 minutes. Donc c'est quelque chose de totalement de ce monde, ça en fait partie. Si on a suffisamment d'énergie, E égale mc carré, on peut produire de l'antimatière. Et regardez, justement, on parlait de ces accélérateurs. Là, vous voyez une image d'un accélérateur, un faisceau de particules qui vient du bas, une particule qui a dû frapper très bas, là, dans le sous-sol, et qui produit ce qu'on appelle une gerbe en français, énormément de particules secondaires, dont ici une particule qui a la masse d'un électron, mais par le champ magnétique qui est appliqué, force de Lorentz, courbe ici comme une particule positive. Donc c'est un électron positif, en voilà un positron. Et puis s'arrête. Et ce qui est marrant, un peu plus loin, 2 particules naissent. Et l'un tourne maintenant dans le sens opposé, c'est un électron, et l'autre encore dans le côté du positron, mais il est plus enroulé comme un spaghetti parce que son énergie est plus faible. Parce que ce qui s'est passé là, c'est que vous avez annihilé et créé une paire. Le positron, il a rencontré un électron, il s'est annihilé, le photon a continué, et comme il avait suffisamment d'énergie, il s'est rematérialisé en une paire électron-positron. Et ça, cette simple image, elle est absolument formidable. Une symétrie magnifique entre matière et antimatière. Et je vous remontrerai pas des histoires plus pompeuses, si, je le fais vite. Pour la création de l'univers, on pense que quand le Seigneur dit E égale mc carré, c'est exactement ce qu'il fait. Il crée autant de matière que d'antimatière, métaphoriquement, le Seigneur. Et on n'a jamais vu autre chose dans nos laboratoires. Et maintenant, si c'est ça qui se passe au début, je symbolise un peu, s'il y a des énormes quantités de matière et d'antimatière, je recule un peu pour voir, disons, il y a 1 milliard de baryons et d'antibaryons. Baryons, c'est n'importe quoi, un proton, un neutron, et d'antiprotons, d'antineutrons. Normalement, si on mélange ça, et il n'y a aucune raison que ce ne soit pas mélangé tout de suite, nada. Or,
nous sommes là. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ça, c'est tout de même une question qui mérite d'être posée un peu, non? Parce que normalement, dans cette symétrie, nous ne sommes plus là pour en parler. Il y a un petit problème, visiblement, qu'on n'a pas bien compris et qui est, en vérité, quand ça se fait, même si c'est mélangé, on prend à nouveau du recul, il doit avoir un peu plus de baryons que d'antibaryons. 1 sur 1 milliard, nous, la vie, l'univers, tout le reste, probablement la matière noire, l'énergie sombre, tout ce qu'on n'a même pas encore pensé, c'était 1 milliardième de ce qu'il y avait. Donc il y a une énorme bataille qui a été battue, et il y a un petit reste. Et maintenant, vous allez me dire, bon, s'il y a un reste de matière, logiquement, vu que c'est symétrique, il doit quelque part avoir un reste d'antimatière. Donc, y a-t-il des anti-mondes, des mondes d'antimatière? L'avons-nous trouvé? Nous, dans notre labo, on est dans une assez bonne position parce qu'on a des télescopes qui peuvent voir l'annihilation entre matière et antimatière. Déjà, la réponse est oui, mais très très peu. Mais comment sait-on que ça existe? Mais quand les deux se touchent, et forcément, ils doivent, même si c'est très ténu, si ce n'est pas les centres des galaxies, ou ce ne sera plus les centres, ça ferait un énorme flash. Souvenez-vous, matière et antimatière s'annihilent, ça donne de la lumière. Cette lumière, nous, on peut l'observer. On ne la voit pas. On ne la voit pas, on a cherché, on a encore publié l'an dernier, publié chez FESREF, sur les possibilités d'avoir des anti-étoiles dans notre Voie lactée. Mauvais temps. On a des limites, c'est pour rigoler, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc si ça ne marche pas, alors qu'est-ce qui marche? Bon, vous pourrez dire que, non, le Seigneur, finalement, quand il faisait ses tables de loi, il a dit « tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas », etc., etc. Et puis, une petite note en bas de page, en fait, tu auras un antibaryon de moins pour chaque milliard de baryons. C'est un poil moche. Et en plus, ça serait aussi lissé par le fer à repasser de l'inflation. Donc, mais grosso modo, très mauvais goût. Je sais que le Seigneur, s'il existe, il aurait fait bien mieux. Après, je vais aller vite sur ça. J'ai fait ça un peu aussi pour notre ami Chardin, qui propose que la matière et l'antimatière, en vérité, ils ne marchent pas tout à fait pareil. Ils se repoussent en gravitation. C'est une proposition. Ça résume plein d'autres histoires, comme problème de résolution de l'horizon. Pour ça, on n'aurait pas besoin de l'inflation. Soi-disant, on n'a pas besoin de matière noire et d'énergie sombre. Mais bon, faut qu'il le prouve un peu mieux, qu'il élabore encore un peu. Mais ça serait bien sûr assez pratique si on avait ces mondes de matière et d'antimatière. Et s'ils se repoussent, leurs atomes ne se toucheraient pas. Et comme ça, pas d'annihilation. Pratique. Ça serait comme ça que ça serait échappé de nos détecteurs. Un avant-dernier que je vous montre, c'est que ça base encore une fois sur Feynman. Je vous ai présenté déjà les anges. Quand le temps se balade dans ce sens-là, et ça c'est une dimension spatiale, quand il y a deux gammas qui se rencontrent et qui produisent un électron et un positron, dans le diagramme de Feynman, le temps de cet électron-là est inversé. C'est un électron qui remonte le temps. Ça, c'est aujourd'hui la proposition la plus élégante pour dire qu'est-ce que c'est l'antimatière. Et donc, Turok et son équipe, ils ont eu l'idée, pas les premiers, Montésar Jürgen avait dit ça il y a 25 ans à table à la cantine, après avoir bu un verre. Il a dit, mais si l'antimatière serait juste allée de l'autre côté du Big Bang, ça remonte le temps. C'est pour ça qu'on ne l'a pas. Bon, Turok a fait un magnifique bâtiment théorique autour de ça, et c'est aujourd'hui une des thèses des propositions les plus intéressantes. Mais bon, celle qui est aujourd'hui
pris comme l'épicycle officiel, le canal historique, c'est celui de Sakharov, que je ne vous ferai pas vraiment. C'est les 3 conditions de Sakharov, violation de nombre de baryons, violation C et CP, et perte de l'équilibre thermique. Je vais vous la faire courte. Très simplement, l'antimatière et la matière sont parfaitement égaux, sauf la matière est poil plus égale que l'antimatière. Tout petit. Il faut donc chercher ça dans la physique des accélérateurs, dans l'extrêmement petit. Et aujourd'hui, il y a des armées de physiciens au CERN, à Genève, qui cherchent ces violations-là. Pour le moment, c'est un peu comme la matière noire. On cherche avec des gros moyens, on ne trouve rien. Donc même si c'est la version favorite, c'est pas du tout encore entériné. Voilà donc le tour sur ces 4 épicycles. Je pense que je vous ai amené ça un peu plus proche, ces 4 problèmes. Mais je vais revenir pour les parallèles avec les épicycles de l'Antiquité. Et un des gars qui les a cassés, ces épicycles, Galilée, certainement le fondateur de la physique observationnelle. Ici aussi les observations de Jupiter qu'il a fait avec les lunes qui tournent autour, qui auraient donc brisé ces sphères cristallines qui auraient tenu dans le modèle géocentrique Jupiter à sa place. Donc bien sûr, vous connaissez son histoire, vous connaissez son combat. Il était un peu le premier sauveur sauver la recherche numéro 1, mais a-t-il vraiment sauvé les phénomènes? A-t-il vraiment eu la bonne intuition de pousser Copernic avec ses cercles autour du Soleil? Parce que si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez là, c'est un système géocentrique, comme Ptolémée l'aurait dit, la Terre au centre, la petite sphère noire c'est la Lune, Mercure, Mars, le Soleil. Mars, pardon, là, c'est Mercure, Vénus, oui, Soleil et Mars en 2 années. Après Jupiter, Saturne, majestueux Jupiter, parce qu'il fait juste 12 épicycles autour de nous, donc il reste dans chaque maison des astrologues pendant 1 an. Ça les arrange beaucoup. C'est pour ça que c'est jupitérien. C'est un peu le boss de l'astrologie. Et donc ça marche quand même extrêmement bien. Et il faut dire qu'à l'époque, si vous preniez les simples cercles pour décrire la trajectoire de Mars autour du Soleil, ça ne marche pas du tout. Il fallait Kepler qui dit non, c'est des ellipses. Et encore, faut-il la loi des airs et demi-axe au cube divisé période au carré. Tout ça, c'est des lois qui n'étaient pas du tout dans Copernic. Dans Galilée, il s'avançait un peu beaucoup, je trouve. À l'époque, si vous vouliez utiliser les positions des astres pour la navigation, vous étiez bien mieux conseillé avec les épicycles qu'avec ce modèle simple et joli, qui aura finalement raison une fois modifié, mais qui était faux. C'était faux, c'était juste faux. Avec des épicycles, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les anciens ont commencé, après, à partir de Ptolémée, on a commencé à décrire. Là, vous n'avez pas une trajectoire planétaire, mais autre chose, qu'on dessine avec quelques épicycles. Et on peut tout dessiner si vous voulez. Décomposition, série de Fourier. Ceux qui ont fait ingénierie ils savent qu'on peut tout dessiner, des Heaviside, des fonctions triangulaires, avec des superpositions de sinus. Là, il y a un grand nombre d'épicycles, c'est vrai. Mais si vous voulez vous dessiner un éléphant, ou un chat, on verra. Donc, comme vous voyez, je me suis un peu mis sur un plaidoyer pour l'épicycle, parce qu'effectivement, on en a ces 4 là. Donc les épicycles, si on en a suffisamment, vous faites ce que vous voulez. Et surtout, ce qu'on veut faire, et ça je prends d'un petit livre de Pierre Duhem, qui est malheureusement très mal connu en France, je l'ai connu à l'école polytechnique,
même s'il a fait des apports en thermo, mécanique statistique et thermodynamique. Il a fait un petit livre où il a ramené des textes de Platon à Galilée sur la notion de la théorie physique qui s'appelle « Sauver les phénomènes », « So sein ta phenomena ». Et là, vous trouvez certains extraits, bien sûr, il y a le bouquin lui-même, mais je vous présente 2 des extraits là-dessus qui me semblent énormes. L'un, c'est la préface de De Revolutionibus d'un certain Andreas Osiander. Je ne doute point que la renommée n'ait déjà répandu la nouveauté de l'hypothèse admise dans cet ouvrage, l'hypothèse selon laquelle la Terre est au mouvement, tandis que le Soleil demeure immobile au centre du monde. Je ne doute pas non plus que certains érudits ne soient véhément offensés et qui jugeaient mauvais que l'on troublait les disciplines libéralement et fermement établies depuis longtemps. S'ils veulent bien toutefois peser exactement leur jugement, ils trouveront que l'auteur n'a rien commis qui mérite d'être repris. L'objet propre de l'astronomie, en effet, consiste à rassembler l'histoire des mouvements célestes à l'aide d'observations diligemment et artificieusement conduites. Puis, comme aucun raisonnement ne lui permet d'atteindre aux causes et aux hypothèses véritables de ces mouvements, les anges, il conçoit et imagine des hypothèses quelconques, de telle manière que ces hypothèses, une fois posées, ces mêmes mouvements puissent être exactement calculés au principe de la géométrie, tant pour le passé que pour l'avenir. Il n'est pas nécessaire que ces hypothèses soient vraies, il n'est même pas nécessaire qu'elles soient vraisemblables. Cela suffit que le calcul auquel elles conduisent s'accorde avec les observations. C'est sauver les phénomènes. Première chose. Après, on peut toujours discuter ce qu'il y a derrière. Mais déjà, l'ingénieur veut que ça soit à peu près calculable et on peut en tirer des jouets, par exemple. Deuxième texte, et ça devient un peu gênant pour notre ami Galilée, qui était, au demeurant, comme je dis, le fondateur de la physique expérimentale moderne, une lettre du cardinal Bellarmine à un des disciples de Galilée, un certain Foscarini. D'ailleurs, à part Galilée, ils sont tous osianders, ils sont tous des religieux, ils sont tous au moins des prêtres, voire des cardinaux. C'est un scientifique. Après, il avait un rôle pas très sympa dans le procès de Giordano Bruno. Mais bon, je dis qu'il me semble que votre paternité, le Seigneur Galilée, agirait prudemment en vous contentant de parler hypothétiquement et non de façon absolue, comme j'ai toujours cru que Copernic avait parlé. Bien sûr, il parle de Osiander. Car dire qu'en supposant que la Terre se meut et le Soleil est immobile, on sauve toutes les apparences mieux qu'en posant les excentriques et les épicycles, est parfaitement dit et ne présente aucun danger. Cela suffit à l'astronome. Mais de vouloir affirmer que le Soleil se tient réellement au centre du monde, etc., ça c'est notre réalité, tu ne te mélanges pas. C'est 2 réalistes qui se confrontent. Chacun voulait avoir raison. Début du XXe siècle, des physiciens comme Mach, les instrumentalistes, positivistes physiciens, attention, pas dans le mot sens philosophique, ils affirmaient que ce qu'on pouvait avoir, c'est des ampèremètres, pas des électrons. C'est le modèle. Ce qui comptait, c'est de mesurer. Ici, c'est d'avoir la trajectoire, pas l'ange qui est derrière. Donc, on se contente de faire des beaux modèles et donc on sauve les apparences. On prend les modèles pour prédire et pas pour avoir raison. Bon, voilà mon petit plaidoyer pour ces épicycles et on en a besoin. Maintenant, vous avez vu mon petit zoo de monstres obscurs. J'espère que je vous ai un peu mieux expliqué ce qu'il y a derrière ces expressions. Pour la matière noire, c'est l'obligation d'expliquer la dynamique des galaxies, le manège qui tourne trop vite. On a des WIMP, des actions, qui pourraient être l'ange, l'épicycle qui rend compte de ce phénomène. L'énergie sombre, où l'univers semble avoir une accélération qui est drivée par une constante cosmologique, qui serait donc à l'origine juste une constante naturelle, comme la vitesse de la lumière, qui règle cette accélération par mètre cube. Voilà. Plus que vous avez de mètres cubes, plus que ça accélère.
Troisièmement, l'inflation, problème de causalité de la structure et que l'univers est à peu près plat. Il y aurait donc besoin de cette inflation qui agit à 10 puissance moins 30 quelques secondes d'une manière virulente sur l'expansion de l'univers. Et puis, la baryogénèse ou un autre phénomène, c'est-à-dire l'antigravitation ou l'antimatière qui est allée dans le sens inverse du temps. Là, c'est peut-être encore le plus flou pour expliquer cette asymétrie matière-antimatière qui est constatée. Donc voilà, j'ai fait le tour. Voilà mes 4 gros problèmes. Et pour beaucoup d'entre nous, effectivement, ce n'est pas un rêve, c'est plutôt un cauchemar. J'espère que pour vous, ça va. Et donc, merci beaucoup de votre patience. Merci Peter pour tes exposés brillants et je pense qu'il va appeler de nombreuses questions. Je serais surpris du contraire. Donc voilà. Bonsoir, c'était juste une question de vocabulaire parce que vous parlez des fois d'énergie sombre et des fois d'énergie noire. C'est une question de traduction de l'anglais. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Effectivement, en anglais, on dit dark energy. Et en français, on a préféré plutôt de dire énergie sombre. On avait déjà assez de trucs noirs, d'idées noires. Ouais. Oui. Merci pour cette présentation. Vous avez balayé l'hypothèse monde en moins d'une seconde. Alors, je n'ai pas du tout favorable à ça particulièrement, mais j'avais l'impression que ça revenait quand même un petit peu en force. Je sais que ça n'explique pas tout. Je sais que certains disent que c'est du bricolage. Mais on a l'impression quand même qu'on en reparle un petit peu plus qu'il y a 5 ou 10 ans. Pourquoi est-ce qu'on considère que ce n'est pas fini de ce côté-là ? Vous avez tout à fait raison. Moi, je constate, en vérité, je ne peux pas répondre. Je vous dis juste, vous avez raison. On avait totalement déclassé le modèle monde, surtout avec le fameux Bullet Cluster. C'est un amas de galaxies. Deux amas en vérité qui se sont traversés. Et je crois que je pourrais même trouver, si vous avez après un moment, la preuve que ça ne pouvait pas être du modèle monde, parce qu'on voyait que la matière visible et la matière noire continuaient de se traverser, et juste le gaz restait derrière. Donc si c'était une gravitation modifiée, ça aurait agit différemment sur l'interpénétration de ce groupe de galaxies. Donc on a dit, monde c'est mort. Mais comme ils ne trouvent rien dans les WIMP et dans les actions, il y a de plus en plus de gens qui essayent de revenir avec des gravitations modifiées. Pour ceux qui ne connaissent pas monde, c'est Modified Newtonian Dynamics, donc la dynamique de Newton modifiée. C'est-à-dire, ça ne serait pas masse 1, masse 2, diviser la distance au carré ou la modification d'Einstein de la relativité générale, mais ça serait encore un autre terme de correction à grande distance. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça, et c'est pas du tout mort. C'est pas du tout mort. Vous avez juste constaté la même chose que moi, et je ne peux pas vous répondre mieux. Vous avez le bon réflexe. Merci déjà pour cette présentation. J'avais une question sur l'une de vos slides au niveau de l'inflation. Vous montrez un graphique où on voit donc du coup l'inflation directe de la taille de l'univers ainsi que la chute de la température. Voilà, parfait, celui-là. Et sauf si je me trompe, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de la température, qui est un comportement en fait très inattendu, qui, comme on pourrait s'attendre avec l'inflation commence à chuter, chute d'un coup au grand pic de l'inflation et remonte alors sans explication. Non, c'est certainement pas sans explication, mais moi je ne peux pas vous l'expliquer. Ça serait une question très simple pour moi, je ne sais pas. En plus, c'est un des modèles.
vous allez regarder les modèles d'inflationnistes. J'en ai pris un qui me semblait pratique parce qu'on voyait surtout l'échelle, la dimension de l'univers. Bonjour monsieur, merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Mais je me pose quand même une question par rapport, quand on voit que la matière physique telle qu'on la connaît ne fait que partie de 1% de la matière de l'univers et qu'on voit ce grand pourcentage de matière noire et d'énergie noire, on ne serait pas plus judicieux de penser que la matière noire et l'énergie noire c'est la règle et que la matière physique telle qu'on la connaît c'est l'exception en fait dans l'univers. Oui, dans une certaine mesure, c'est ça. Vous voyez, j'ai tout ce qu'on connaît, les étoiles, les planètes, le gaz chaud même, c'est 4%, la lumière, le neutrino, tout ça, en vérité, c'est très peu. C'est la pointe de l'iceberg et c'est ce que nous observons. Et énergie sombre et matière noire, c'est les 95% en dessous de la ligne de flottaison. Et je ne peux pas vraiment vous dire si on est une grande exception ou juste si on n'a pas vraiment compris ce que c'est un jour. Et j'espère que je pourrai y assister, on aura au moins quelques explications. Mais bon, c'est juste la pointe de l'iceberg. Je me souviens avoir lu dans des articles des problèmes de réglage de constantes, des constantes qui doivent être réglées à 80 chiffres derrière la virgule pour que les choses existent en fait. Et je me suis demandé pourquoi ça ne faisait pas partie de vos épicycles. Ah, le principe anthropique, quelque chose de ce genre-là que vous adressez, le fait que si les constantes étaient légèrement réglées autrement, la vie n'aurait pas pu apparaître parce qu'on n'aurait pas trouvé de l'eau, même la matière n'aurait pas été organisée comme elle l'est. Oui, effectivement, c'est un débat. Je ne sais pas si ça ferait partie de l'épicycle pour un astronome ou pour un physicien des physiciens des particules plutôt. Nous, oui, je peux pas mener ce débat. Je suis désolé. Il y a aussi certains qui après critiquent que nous, on se met un peu comme la mesure de tout. Bien sûr, on se voit comme quelque chose de très exceptionnel et que l'univers a été construit pour nous. C'est une vision, souvent quand on s'est vu un peu trop au centre des choses, souvenez-vous justement le modèle géocentrique ou l'université de Captain ou le Soleil était centre de l'univers, qui était, elle, la galaxie. Chaque fois qu'on se voyait un peu trop centré, là, ça serait centré par rapport aux constantes physiques. Plus tard, on s'est rendu compte qu'on était un peu ridicule, qu'on était dans la banlieue. Là, par exemple, géographiquement, on est dans une ZAC, là, très très loin. Hein. On n'est pas du tout au centre de la main du Virgo. Oui, mais c'est. Bonsoir. Rebonjour. Bonsoir. Oui, pardon. Et donc, vous avez dit que les observations nous montrent que l'univers est au moins spatialement plat. C'est bien ça. Mais est-ce que ça ne dépend pas dans quelle échelle on observe ça? C'est-à-dire que c'est l'univers observable qui nous montre que... Donc, ce qu'on dit, c'est une assertion sur l'univers observable. Absolument. C'est l'univers observable et c'est surtout ces oscillations baryacoustiques là qui, bon, pas aller dans les détails, quand on regarde le fond cosmologique dans le détail, on regarde le fond cosmologique, on voit un spectre de fréquence spatiale, et c'est là-dedans, donc sur les plus grandes distances qu'on peut observer, le fond cosmologique lui-même, donc on va de retour à cette image-là de Planck, on voit que ces grumeaux-là ont typiquement une distance, la première fréquence principale est à peu près 1 degré, et ça,
c'est comme si tu avais sur une surface un triangle qui avait une somme des angles de 180 degrés. Quand on voit ça à 13 milliards d'années, on connaît la distance absolue entre ces grumeaux, on mesure un triangle. C'est la plus grande distance que je puisse mesurer. Elle est 46 milliards d'années-lumière, parce que ce truc, même si ça voyageait 13 milliards d'années, c'était en expansion. Donc c'est plus loin. Et ce triangle, avec les précisions que nous avons, ce triangle est un triangle euclidien. Ce n'est pas un triangle sphérique. Donc on peut faire le tri là. Je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut. Je vais prendre mon nom. Si, un peu ça. On peut mesurer, on peut opposer ces trois géométries et on choisit un des trois. Quand on regarde ces grumeaux dans le ciel, il y a un qui correspond à un triangle qui est euclidien, où la somme est 180 degrés. Et c'est ça qu'on choisit, mais dans la mesure des erreurs des manips. Bien sûr, tu peux dire oui, c'est plat, mais avec un rayon tel que pour toi, tu veux juste faire un rayon juste un peu moins que l'infini. Tu le cases. Tu as tout à fait raison. Mais c'est très très proche de la densité critique, donc de l'univers plat. Oui, si on peut revenir 2 images avant celle-là. Ça ? Non. Non, avant. Qu'est-ce que j'avais ? Il y avait c'est un grand fouillis là que j'ai. Ça ? Non, c'était encore avant celle-là, je crois. Où il y avait la... Non, c'est pas non plus celle-là, mais tant pis. Non, mais c'est dans une... Ça ? Non plus. Il y avait une grande surface bleue, là. Moi, j'en ai beaucoup, hein. Une grande surface bleue avec une surface noire, là, au-dessus. Je sais plus ce que c'était, mais... L'iceberg. Voilà. L'iceberg, oui, bien sûr. Bon, je suis un ancien ingénieur mécanicien, mais donc au point de vue théorie, je suis un minus par rapport à vous, mais c'est comment la matière et l'énergie, pour moi, c'est pas du tout la même grandeur, donc elles sont sur la même forme, quoi. Ah oui. Voilà. Vous dites que ça, on ne sait même pas encore vraiment ce que c'est. Ça réagit au moins un peu comme la gravitation. Je me prends le droit de le mettre sur le même graphique, mais là, vous avez raison. Oui. C'est juste l'équivalent énergétique, E égale mc carré, l'énergie qui est là-dedans et l'énergie mc carré qui est là-dedans, ça peut se comparer. C'est juste le contenu énergie-masse. Oui. Mais comme je ne sais pas ce que c'est, oui, vous avez raison, c'est un peu apple and oranges, comme disent les anglophones. C'est de l'énergie, si vous voulez. Certainement pas la glace. Je crois que c'est plus prudent si je vous remets ce que j'avais un peu plus tôt. Voilà, ça c'est plus prudent. Vous avez, on sait que l'univers est en expansion. La question que je me suis toujours posée, c'est dans quoi grandit l'univers, s'il y a autre chose, si c'est en expansion dans quelque chose, ou je ne sais pas. Oui. Dans quoi elle grandit ? Ça c'est gênant, effectivement, comme question. Parce que vous regardez effectivement l'univers un peu comme un pétard, une explosion, le Big Bang. On fait un pétard, ça explose et après ça part en expansion. Et c'est un modèle qui est... Voilà, j'y arrive. C'est pas comme ça exactement comme on imagine. Imaginez un pain au raisin. Je parle pas de chocolatine et pain au chocolat. Pain au raisin. Et bien sûr, c'est une métaphore pour un univers dans lequel vous avez des galaxies. Et maintenant, vous dites, OK, où est-ce que le Big Bang va avoir lieu ? Mais là, je vais mettre de la levure dedans et ce pain va se lever. Et ce qui va se faire, c'est que tout le monde s'éloigne de tout le monde.
Là où c'était 5 cm, maintenant c'est 10. Mais vous voyez que toutes les distances entre tous les raisins a augmenté. Donc vous ne pouvez pas trouver un centre là, surtout si vous imaginez que le pain, en vérité, il est infini. C'est difficile à dessiner. Mais si le pain est déjà infini, et juste vous le faites lever, tous s'éloignent de tout, là vous pouvez pas m'indiquer un centre, vous dire dans quoi. Ben, c'est l'univers tout entièrement. Après, effectivement, moi je ne vais pas tout voir, parce que je suis là depuis seulement le début de l'univers. Vous pouvez imaginer que si c'est en expansion, effectivement, si ces trucs sont en expansion, dans le passé, ils étaient très proches et ça devient infiniment petit. Donc, on peut calculer la durée de ce voyage. Il est 13,8 milliards d'années. Là, on est maintenant assez clair. Ça, c'est quelque chose que je vais vous dire assez pétant. Ça n'a pas changé grand-chose. Donc, vous pouvez revenir et il est évident que si je suis là depuis 13,8 milliards d'années, je peux avoir aucune information de quelque chose dont le voyage aurait duré plus que 13,8 milliards d'années. Donc, en vérité, je suis un peu coupé d'un univers. S'il était infini, je ne peux pas voir ça à l'infini. Est-ce que je trouve ça? Non, je ne l'ai pas. Dans ce dessin naïf-là, où tout part, vous allez avoir des galaxies très très lointaines, et la lumière de ces étoiles qui seraient venues vers moi prendrait, 15 milliards d'années. Elle n'est pas encore arrivée chez moi. Donc je ne peux rien dire de ce qui est très très loin de moi. J'ai une sphère autour de moi qui inclut les objets dont l'information a pu voyager 13,8 milliards d'années. C'est tout. Et donc, tout ce que je vois là-dedans est en expansion et il n'y a rien qui indique qu'au-delà de cette sphère qu'on appelle la sphère de Hubble, les choses seraient différentes. Peut-être ils sont infinis, peut-être un jour c'est... Oui, je ne sais pas. On arrive ici, c'est le Rand von Ostermundigen, le bout de l'univers. Bon, ça c'était pour mon ami suisse. Le bord d'Ostermundigen, dans la banlieue de Berne. Donc, à un moment, vous arrivez sur un mur et ça serait fini. Il y aurait des fenêtres, du géranium, j'en sais rien. C'est très, très, très particulier de penser un truc comme ça. C'est bien plus pratique de dire que c'est infini et ça serait dans cet infini que vous avez cette expansion où ce pain au raisin plein de levain serait formé. Donc voilà. Il n'y a donc pas de centre de l'explosion et il n'y a rien dehors. J'avais une question personnelle, si vous le permettez. Vous verrez si vous y répondez. Est-ce que vous nous parlez depuis 1 heure là, de mystères, de choses qu'on ne sait pas, de cauchemars, c'est pour reprendre vos mots, de cauchemars. Alors, vous allez me dire, c'est vrai pour n'importe quel domaine de recherche fondamentale notamment, mais est-ce que c'est pas frustrant? Enfin, est-ce que... Pourquoi on les paye? Comment vous le vivez personnellement? Pourquoi on les paye, ces gens? Non, mais comment vous, personnellement, vous vivez cette recherche où il n'y a que du mystère, finalement? Au lieu de résoudre les problèmes, il en trouve de nouvelles. C'est un peu l'idée, ouais. De nouveau. Mais pour être franc, ce que je vous présente là inclut un sujet qui m'est très cher, c'est cette histoire de la symétrie matière baryonique, où je travaille, où je publie en ce moment, et où on a trouvé 14 étoiles dans notre Voie lactée l'an dernier, qu'on ne peut pas complètement exclure comme anti-étoiles. Mais c'est juste qu'on n'a peut-être pas encore assez de données, mais on a regardé avec un télescope gamma qui voit les signatures qui verrait les signatures d'une étoile
d'antimatière qui est en contact avec des nuages de gaz de notre Voie lactée. Donc un peu sur le domaine de... Oui, ça ferait des clashs, ça ferait de l'annihilation. Et on voit une signature qui n'est pas incompatible, où le spectre coupe, on dit, à 1 gigaélectronvolt. Et il ne fait pas comme avec les autres sources, les pulsars et les galaxies actives, qui continuent son spectre de loi de puissance. Donc la lumière, plus qu'elle est haute énergie, plus qu'elle est vers le bleu, si vous voulez, normalement, elle continue tout droit. Et là, ça coupe à la masse du proton. Donc, comme si c'était une annihilation. Maintenant, c'est des sources qui sont au bord de ce qui est détectable. C'est juste un peu au-dessus du bruit. Mais bon, ça nous a fait pas mal de remue-ménage l'an dernier. Et c'était assez passionnant de faire ça. Et aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais dans le bureau avec Yvan, un jeune qui est de nouveau sur ce projet et qui essaie d'aller un peu plus loin. Et c'est passionnant. Au contraire, quand on a des problèmes qui sont si importants, c'est quand même un peu motivant. Je crois que on a souvent cette anecdote de M. Planck, un jeune physicien qui arrive, c'est son prof qui s'appelait Joly, je pense que c'était à Munich, et il demande, mais regardez, je voudrais bien faire de la physique, et ce professeur lui répond, mais jeune homme, vous êtes bien trop doué pour faire ça, parce que la physique, c'est réglé. Maxwell est passé par là, c'était avant 1900. Vous avez quelques niches encore, quelques constantes qu'on peut calculer un peu mieux, mais grosso modo, c'est fait. Nous, on va mettre la clé sous le paillasson bientôt. C'était juste avant 1900. C'était Planck même qui raconte cette histoire. Heureusement, il a persisté. Mais on n'est justement pas du tout dans cette situation. Donc c'est plutôt passionnant aussi pour les quelques jeunes qui sont venus aujourd'hui. Ben, engagez-vous. Il y a du pain sur la planche, ça c'est la moins ce qu'on puisse dire. Oui, bonsoir, merci pour la présentation. Tout à l'heure, vous avez montré un jeune astronome qui cherchait des WIMPs au fond d'une grotte. Ça ne doit pas être le rêve d'un astronome, mais au-delà de la boutade, en termes d'observation, les progrès à venir sur les modèles, la compréhension, ça va être plutôt du côté du tout petit ou du très lointain, ou des deux. Mais aujourd'hui, quelle est la limite? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'approcher d'une limite de ce qu'on peut se rejoignent aujourd'hui. L'infiniment petit et l'infiniment grand se rejoignent dans cette discipline. Il y a même un nouveau nom. C'était un peu à la mode, mais maintenant ça devient vraiment plus que l'étiquette, c'est astroparticules. Donc les gens qui sont dans les accélérateurs au CERN, qui font de l'astronomie, et des gens dans nos laboratoires, des astronomes qui font de la physique des particules. Moi, hier, j'avais fait une téléconf de 2 heures avec des gens qui travaillent au CERN, justement parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'ils manipulent des antiatomes. Et donc l'infiniment petit, ceux qui cherchent cette asymétrie de l'antimatière dans l'infiniment petit, ils travaillent avec nous, on va de plus en plus dans les mêmes conférences. Et ça, c'est bien sûr super passionnant que ces deux infinis se rejoignent, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est le domaine où ça se passe. Oui, bonjour. Quand vous avez parlé du fond diffus cosmologique, vous avez dit que, en parlant de l'inflation, vous avez parlé de 2 régions de l'espace qui étaient similaires, mais je n'ai pas compris en quoi elles étaient similaires. Similaires dans le sens, quand on fait le spectre de fréquence là-dedans, dans la région A, on regarde toutes les grumeaux, on trie les gros, les moyens, les petits, les tout petits là-dedans. On fait un spectre, on dit ici, de ces fréquences spatiales. C'est comme on peut faire une fréquence d'une série linéaire, du son qui arrive chez vous. Il y a les basses, les aigus. Et on peut comparer ces spectres
là et là. Et quand on les compare, c'est ce que j'ai mis très rapidement là pour Nesset, on arrive à voir quelque chose comme ça. C'est les différents instruments qui ont mesuré la structure de ce fond. Et c'est le même dans les deux. C'est un peu comme si vous avez la même empreinte digitale de part et d'autre. Ce n'est pas identique, parce que des fois, l'impression n'arrive pas aussi bien. Mais votre téléphone portable vous reconnaît, même si vous mettez le doigt un peu à côté, où il y a un peu plus de saleté ou un peu moins. Donc c'est fondamentalement le même phénomène de part et d'autre, même si localement, effectivement, il y a des petites modifications. Et globalement, c'est les mêmes conditions de part et d'autre. Et alors pourquoi la grosse tache noire, par exemple, n'a pas de... À l'antipode de la sphère, là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une autre tache noire ? Ils en discutent effectivement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît mieux que moi. Il faut aussi voir qu'ici au centre, vous avez la Voie lactée. Certains vont en distinguer quelques artefacts. Pour arriver à cette image-là, c'est une galère. En vérité, ça ne se présente pas tout de suite comme ça. Il y a l'avant-plan de la Voie lactée qui est là. Il faut la soustraire. Il faut soustraire le mouvement de notre groupe local et notre galaxie vers le grand attracteur dans le Virgo. Ça fait comme un gros signe yin et yang. Je ne sais pas si je le trouve. C'est une énorme opération et même si ce n'est pas la seule possibilité pour avoir... Voilà. D'abord, ça semble totalement homogène. Ensuite, vous voyez cette sorte de yin et yang, c'est-à-dire nous, on part là-dedans, c'est là où on va, et c'est de là où on vient. Après, si vous soustrayez ça, les quelques 600 km par seconde avec lesquels on tombe vers Virgo, on voit ça. Ça, c'est des poussières dans la Voie lactée et du rayonnement free des étoiles. Ça, il faut le modéliser et soustraire. Et on arrive sur ça. Ça, c'est une première version de cette même carte qui a eu d'ailleurs prix Nobel. C'est le Matter and Smooth. Et ensuite, on va, avec plein de différentes longueurs d'onde, on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière. Là, vous voyez les cartes brutes de Planck. Et effectivement, cette région-là est peut-être un peu hypothéquée parce que... Mais bon, je ne vais pas m'avancer si c'est entre-temps un vrai problème, si c'est devenu problème. Moi, j'ai cru comprendre de mes copains qui travaillent sur Planck qu'il n'y a pas de problème avec cette région. Pas de problème cosmologique. Il y a peut-être des problèmes, effectivement, de l'avant-plan. Déjà, merci pour la présentation que j'ai trouvée très intéressante. Moi, j'ai 3 petites questions, dont une qui est un peu égoïste. La première, c'est est-ce que c'est possible de revoir la diapo de l'inflation en modélisation 3D? Parce que je l'ai trouvée très jolie et j'aimerais bien l'avoir en écran d'accueil. Voilà. La seconde question concerne... Voilà, c'est celle-là. La seconde question concerne l'annihilation. Je n'ai pas bien compris quelles étaient les conditions qui faisaient dans un de vos exemples que le photon pouvait, voilà, c'est ça, permettre la naissance de 2 nouvelles particules ensuite. Et la troisième concerne l'importance de la dimension temporelle. Vous l'avez brièvement abordé lors de la collision qui supposait en fait que certaines particules allaient dans le passé, mais après ça a été vite évacué, donc si vous pouvez développer un peu plus. Si tout le monde a la patience, moi je n'ai pas de plan ce soir. Et ça me fait énormément plaisir que vous êtes encore là. Ça veut dire que ça vous a intéressé. Donc la première, je vous ai montré, c'est fait, en coché. La deuxième, c'est cette image-là. Quelles sont les conditions? Donc là, il y avait un quasi-vide, une chambre à Wilson, une chambre à bulles, où on met des gouttelettes qui sont juste au point de condenser. Déjà, c'est du gaz
qui est juste en train de condenser. On peut le faire avec de l'alcool, typiquement. Et quand une particule passe par là, elle laisse une trace. C'est un peu comme les avions à réaction qui passent dans l'atmosphère. Ils vous laissent une trace de gouttelettes blanches. Ça fait un petit nuage. Des fois, ça se dissout. Des fois, ça se généralise pour faire un voile. Mais c'est un peu cette idée-là. Vous amenez, dans le cas de l'avion, des petites poussières, des petits grains de poussière de la suie dans l'atmosphère sur lesquels condensent les gouttes. Ici, c'est la particule chargée qui fait ça et qui fait condenser dans des petites gouttes. Et ça reste un instant, fraction de seconde. Il faut faire la photo tout de suite. Donc c'est comme ça que vous voyez cette particule. Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Donc, c'est une chambre où il n'y a pas beaucoup de ce gaz, mais là, il doit taper dans une partie de matière, une petite gouttelette, et il trouve un électron. Et là, il va faire effectivement rien d'autre que ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça. Les deux qui font ça, et puis clic, clic. C'est la lumière qui sort. Là, ce qui fait clic, en vérité, c'était la lumière qui tapait, et après, ça passe sur ce compteur Gégère, et ça va faire un petit signal sonore. En vérité, c'est le signal que la lumière est arrivée sur le détecteur. Donc, c'est un tout petit peu cette chose-là. Le positron rencontre un électron, et E égale mc carré, il produit de la lumière qui continue, qui porte cette énergie. Maintenant, d'ailleurs, il doit avoir 2 photons, mais il y a seulement un des deux qui va E égale mc carré, seulement dans l'autre sens, hein, donc c'est m égale E divisé c au carré. L'énergie lumineuse va se matérialiser de l'autre côté en positron et électron, et les deux sont enroulés. C'est absolument merveilleux. Je vous le renvoie si vous voulez ce slide, vous me donnez votre mail. Je vois que vous aimez bien. Moi aussi. Ça, c'est là-dedans où on voit cette magnifique symétrie, et on n'a jamais vu autre chose dans le laboratoire que si on a suffisamment de l'énergie pour créer de la matière et de l'antimatière, c'est toujours 50-50. Et c'est là ce gouffre de se dire, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est là? C'est quand même un gros problème. Il est bien matérialisé dans cette seule image. Et la troisième chose, c'est le modèle de Turok et le fait que dans un diagramme de Feynman, l'électron est représenté qu'un électron qui va dans la flèche inverse du temps, qui remonte le temps. C'est une façon d'expliquer ce que c'est l'antimatière. Et ça tient debout mathématiquement jusqu'au bout. Ne me demandez pas de vous faire la démonstration de Dirac, j'en serai pas cap, surtout pas maintenant. Mais il y a d'autres façons de voir cette chose. Une, c'est effectivement celle de Dirac même, qui parle d'un océan. Parce que, en vérité, ces antiparticules, ils sont des énergies négatives. Attention, ce n'est pas des masses négatives, c'est des énergies négatives. Et quand vous avez juste ici les états, vous savez, dans la nature, tout est quantisé, c'est un peu chaise musicale. Donc, tous ces états négatifs sont occupés. Pourquoi on les remarque pas? Et qu'est-ce que c'est de produire ici une antiparticule? Donc, si c'était le vide et vous aviez que les antiparticules qui sont là, qui occupent tous les états sont pris. Effectivement, vous pouvez dire c'est une énergie folle, mais c'est un peu comme un oiseau qui est sur une ligne de haute tension et il ne se flingue pas. Il a des 2 pattes sur la même tension. Il ne se rend pas compte. Tout est plein. Et maintenant, là-dedans, comment on ferait la paire électron-positron? Bon, la lumière arrive, elle libère une de ces états d'énergie négative. Là, il y a un trou,
qui est maintenant occupé. Vous levez cet électron dans l'énergie positive. Donc l'électron est maintenant là, il a une énergie, l'excédent, et vous avez laissé un trou. C'est un peu, dans cette image de Dirac, un peu comme si les gâteaux, c'est les électrons, et ce qui reste derrière, c'est les trous. C'est les trous dans ce océan de Dirac, c'est le positron. Ça, c'est la façon d'expliquer avec l'océan de Dirac l'idée que ce soit des particules qui remontent le temps, comme je vous l'ai montré avec Feynman, est beaucoup plus moderne. Les deux façons de décrire suffisent. Disons, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Ça, c'est parfaitement OK aussi. Ça dépend un peu lequel des anges qui vous plaît plus. Ou le truc des cookies, vous découpez un électron qui laisse un positron dans la pâte. Ou est-ce que vous préférez que l'électron remonte le temps et ça sera donc ça, le positron? C'est deux modèles qui marchent mathématiquement. Deux épicycles pour effectivement sauver les phénomènes. Alors, est-ce que vous allez à l'étranger pour observer les étoiles ou est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut en France? Ça, c'est facile parce que les étoiles que nous observons en gamma, on ne peut pas les faire nulle part sur la planète, pas même de Toulouse, il faut avoir un satellite. Et c'est un peu pour ça que vous imaginez bien qu'on est à Toulouse, parce que l'IRAP est un labo qui est juste sur la périphérie du CNES. Et donc, nous collaborons beaucoup avec le CNES pour envoyer nos télescopes sur des plateformes orbitales. Et c'est depuis là, on observe, mais on est à Toulouse, derrière nos écrans. On peut même faire ça à la maison, comme les gens qui travaillent aux impôts ou aux assurances. À première vue, ce n'est pas très marrant. Michel. Très bien, merci beaucoup. Je crois que malheureusement, il est temps de rendre la salle.